L'invité de Smart Impact, c'est Grégory Kenneth. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur en histoire de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay et président du conseil scientifique de l'Observatoire Monuments historiques et développement durable, observatoire qui vient d'être créé par la Demeure historique, qui est la plus ancienne association de défense et de préservation du patrimoine habité et vivant. Alors, ça nous passionne évidemment, nous c'est notre thème, l'impact et tous ces enjeux environnementaux, mais alors pourquoi lier patrimoine et environnement ? Eh bien justement parce qu'ils ont été séparés. C'est-à-dire que la séparation entre patrimoine culturel et patrimoine naturel a coupé les monuments historiques de leur parc, pas tout à fait, mais disons de leurs forêts, de leurs étangs, de leurs champs, de leurs prairies, qui existent toujours et qui en fait ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans la valorisation et dans le récit qui est raconté. Et donc l'idée, c'est très simplement, au moment où il faut réussir la transition écologique, mobiliser toutes les forces, eh bien il y a un potentiel considérable qui remplit déjà des services, mais qui pourrait en remplir encore plus en construisant cet observatoire, ces indicateurs et une démarche de progression. Quand vous parlez d'un potentiel considérable, ça représente quoi, des milliers, des dizaines de milliers d'hectares ? Pour vous donner une idée, Terre de Liens, qui a de l'installation de jeunes agriculteurs, depuis qu'ils existent, ont réussi à mobiliser 10 000 hectares. 10 000 hectares, ce sont simplement les 112 personnes qui forment les audacieux du patrimoine. Et comptant que la demeure historique a 3 000 adhérents, potentiellement, c'est 300 000 hectares qu'on peut mettre en mouvement. Qui peut dire aujourd'hui, je peux mobiliser 300 000 hectares de forêts, d'étangs, de zones humides, de prairies, qui remplissent déjà des services et qui vont en remplir encore plus pour soutenir la biodiversité et nos territoires. Et alors, on va essayer de comprendre comment, justement, il pourrait rendre encore plus de services. La mission de cet observatoire, quelle sera cette mission ? Alors, la mission de cet observatoire, c'est une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il y a cette hypothèse, cette proposition, mais il faut l'établir de manière robuste, quantifiée. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des mots d'ordre. Et donc, chacun des critères qui est proposé donnera lieu à une évaluation et, pour certains d'entre eux, à la création d'une méthode scientifique. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des éléments sur la biodiversité, mais qui sont centrés sur des espèces remarquables, les chauves-souris, les oiseaux, etc. Mais qu'en est-il de tous les petits organismes beaucoup plus communs qui remplissent des services extraordinaires ? Qu'en est-il du sol, de ses composants ? Eh bien, ça, il va falloir le mesurer. Et de quelle manière la présence des êtres humains dans ces domaines qui ont été profondément modifiés enrichit la complexité de la nature et sa fonctionnalité. Ça, aujourd'hui, on n'a pas la méthode pour le mesurer, il faudra la créer. D'accord, donc vous créez la méthode, et ensuite, si je comprends bien, l'objectif, ça va être de donner quoi, une sorte de feuille de route, ou de proposer une feuille de route ? Absolument, parce que ce qui est durable, c'est la capacité à se transformer. Et donc, il faut mesurer pas simplement un résultat à un moment donné, mais la démarche de progression. Et à partir de 5 monuments tests que l'on a retenus, on proposera une feuille de route pour tous les propriétaires gestionnaires, et les capacités eux-mêmes de s'engager dans cette démarche, qui pour certains existe déjà, par bribes, mais qui n'a pas cette cohérence d'ensemble et cette méthodologie. Alors il y a près de 46 000 sites et immeubles, et puis sans compter les objets, 280 000 objets mobiliers qui sont protégés au titre des monuments historiques. Sur ces 46 000 sites et immeubles, il y en a, je crois, un quart qui sont en mauvais état, voire en péril. Je me pose la question du financement, c'est-à-dire que quand on a déjà du mal à trouver du financement pour parfois remettre en état les bâtiments eux-mêmes, est-ce qu'on va réussir à trouver l'argent pour transformer les parcs, les forêts, les étangs qui sont autour ? Mais si, parce que justement, ce n'est pas le même guichet de financement. D'accord. C'est-à-dire que le guichet de financement qui est consacré au patrimoine bâti, il a ses limites, on le sait, même s'il faut le soutenir. En revanche, vous avez des leviers de financement qui existent aujourd'hui pour la transition écologique, qui pour certains d'ailleurs sont sous-utilisés, et qui pourraient justement être mobilisés par ces monuments. Non, au contraire, vous avez un levier qui est absolument considérable, et en particulier pour des fonds européens. On sait que la France ne mobilise pas suffisamment ses capacités par rapport aux fonds européens. Tous les jours, vous avez des programmes de soutien à la transformation des terres agricoles, à la transformation en transition énergétique, etc. Et donc, ça fait partie aussi de la méthodologie et de l'objectif que les propriétaires gestionnaires puissent repérer, comme ceci, ces nouveaux guichets de financement
et soutien et mécène aussi à mobiliser. Ouais. Alors justement, qui sont ces propriétaires gestionnaires? Il y a beaucoup de privés, d'entreprises privées ou de propriétaires privés? Alors non, ce sont des personnes privées. Alors Oui. certaines ont été amenées peut-être à constituer une société pour des raisons familiales de transmission, etc. Et ce qui est particulier, c'est que ce sont des monuments habités. Et ça, c'est un élément essentiel de la méthodologie, c'est-à-dire que la durabilité ne peut pas être simplement de mettre sous cloche des monuments pour les transformer en musée ou en hôtel de luxe, ce qui a ses limites financières et quantitatives. Mais le fait d'être habités veut dire qu'ils sont à la fois entretenus, transmis, et c'est ça qui fait la durabilité. Donc, vous voyez, encore une fois, la méthode, c'est qu'on ne considère pas simplement un moment donné, mais on regarde la capacité à se transformer. Et se transformer, c'est tout simplement s'adapter. Et aujourd'hui, s'adapter, c'est s'adapter aux enjeux environnementaux et climatiques. À quel point ce sont des parcelles de biodiversité, les sites, les lieux dont vous nous parlez? Alors, on le sait par un certain nombre d'indicateurs, je dis les espèces remarquables. Certains propriétaires, de leur côté, ont engagé des démarches très volontaristes. Par exemple, le château de Bétange, qui fait partie des 5 monuments, ils ont classé leur allée de marronniers, ils ont considéré ce qu'on appelle un OR, c'est avec la LPO pendant 99 ans. Donc la LPO, Ligue de protection des Exactement. oiseaux. Donc ce sont des éléments qui mesurent, mais on peut aller beaucoup plus loin. Vous avez une discipline qui s'appelle l'écologie fonctionnelle, qui a été créée il y a quelques années. Sandra Lavorel a eu la médaille d'or du CNRS l'année dernière pour ceci, qui a démontré que ce qui fait la richesse d'un écosystème, ce ne sont pas des espèces remarquables, c'est que l'on voit, ce qu'on admire, mais c'est la diversité de tous les organismes et les liens fonctionnels entre eux. Et donc ça, il faudra l'étudier. Ce n'a encore jamais été fait pour un monument historique. Et justement, ces sites-là, à quel point ils sont eux-mêmes impactés par le changement, le réchauffement climatique? Alors ils sont déjà dedans. C'est les modifications pour la question des arbres, les variétés d'arbres, la disponibilité en eau. Mais justement, une des hypothèses que l'on veut tester, c'est que la particularité de ces monuments sont des monuments qui existent depuis des siècles, qui n'ont pas arrêté de se transformer. En réalité, contrairement à ce qu'on raconte souvent en termes patrimoniaux, en imaginant un état idéal figé dans le temps. Et donc, ils ont une capacité à se transformer qui peut être mobilisée. Mais ça aussi, il va falloir l'établir. C'est une hypothèse. Ils ont une capacité peut-être supérieure à d'autres types de bâtiments. On sait que les bâtiments des années 70-80 ont une très faible capacité d'adaptation, par exemple, ce qui n'est pas le cas de ceux-là, qui ont une inertie thermique, qui ont des aérations naturelles, mais il faut changer complètement en fait le regard et le référentiel. Quand vous parliez de la Ligue de protection des oiseaux tout à l'heure, ça concerne aussi des cathédrales, des châteaux qui se retrouvent avec des espèces protégées dans leurs combles et qui, au moment où ils engagent des travaux, doivent les prendre en compte? Bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est déjà bien pris en compte par les propriétaires gestionnaires, parce que dès que vous engagez des travaux, vous vous rendez compte que les combles qui ne sont pas aménagés, qui sont même un petit peu troués ou un peu aérés, abritent tout un tas d'espèces. Par exemple, les chauves-souris, on connaît très très bien le rôle que jouent les monuments pour la préservation des espèces menacées de chauves-souris sur le territoire français. Un certain nombre d'oiseaux aussi. Et ça vaut pour les monuments publics aussi. Et ces lieux, qui sont des lieux de patrimoine, ils peuvent, d'après vous, aussi être des lieux de sensibilisation aux enjeux du dérèglement climatique? Bien entendu, et là, je pense qu'il y a un levier en France qui n'a jamais été mobilisé. Ce qui est la particularité de la France, c'est cet attachement à l'histoire, au patrimoine, une histoire commune entre tous les êtres vivants qui habitent ce territoire. Et il y a la possibilité de constituer une sorte de lieu de mémoire, de sensibilisation, en montrant que dans certaines situations, je dis bien dans certaines situations, les êtres humains, par leur présence, enrichissent la complexité, font du bien à d'autres êtres, se font du bien à eux-mêmes. Et c'est un nouveau discours, en fait. L'écologie a une matrice états-unienne qui est celle de la séparation entre les êtres humains et la nature. Le paradis perdu, l'homme qui est en expulsé, c'est la version puritaine et protestante très sombre qui est là. Et il y a autre chose, une autre voie, qui est une forme de coexistence, d'alliance, mais qui demande à être construite et qui n'a jamais été portée politiquement, d'ailleurs très très peu. En France, c'est tout à fait étrange. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Grégory Kenneth merci. Et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre débat. On parle souveraineté des données tout de suite.